Bonsoir, vous êtes sur Noah et bienvenue pour un nouveau numéro de 20h, le rattrapage. Nous allons revenir ensemble sur l'actualité de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Une invitée pour nous accompagner pendant cette demi-heure. Ce soir, Sandrine Derville. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la région en charge du tourisme. Oui. Merci de votre présence. Alors, une image pour débuter cette émission, alors que la saison touristique va bientôt être lancée. Ce clip promotionnel des plus beaux paysages de la Nouvelle-Aquitaine, c'est aujourd'hui, après l'Île-de-France, la deuxième région la plus visitée, après l'Occitanie également, le tourisme. Est-ce une vraie puissance économique dans la région? Oui, indéniablement. Le tourisme, approximativement, c'est plus de 100 000 emplois directs dans la région et 8 à 9% des productions de richesse. C'est la deuxième économie de la région, après l'agriculture, mais devant l'industrie aéronautique, par exemple. Donc c'est bien sûr un poids économique extrêmement fort en Nouvelle-Aquitaine. Alors la région de la Nouvelle-Aquitaine a des atouts, on vient de les voir, on les découvre derrière nous, ses plages, sa montagne, son tourisme aussi a de nombreuses particularités. Premier exemple avec le tourisme de croisière, Bordeaux a reçu cette semaine son premier paquebot de l'année. 57 navires au total feront escale, soit près de 40 000 touristes. On regarde. C'est bien parti pour que cette saison batte le record de l'année dernière. De 33 300 passagers de croisière maritime en 2018, on devrait passer à 44 000. La destination Bordeaux est très prisée. C'est très facile de vendre Bordeaux à l'étranger. Vous n'avez pas besoin d'expliquer ce qu'est Bordeaux. Après, il faut amener d'autres atouts, bien évidemment, mais ces atouts sont réunis à Bordeaux. La ville a fait des progrès considérables pour l'accueil du tourisme. Cette clientèle est très attendue car ces passagers restent plus longtemps et dépensent plus que lors des autres escales en France. Bordeaux est ainsi devenu le deuxième port de croisière sur la façade Atlantique-Manche derrière le Havre. Des escales plus longues, donc plus de dépenses. Même les gilets jaunes ne font pas peur à Maureen du Yorkshire. Non, je n'ai pas peur. Ça arrive le week-end et le samedi en particulier. À l'Office du tourisme, il y a même une équipe dédiée à l'accueil de cette clientèle. Bien sûr, on planifie l'arrivée des paquebots puisqu'on organise ce qu'on appelle un hospitality desk, c'est-à-dire que nous avons des conseillers en séjour, des agents d'accueil en fait, qui vont directement à bord, directement à la rencontre des croisiéristes pour les informer de ce qu'ils peuvent faire et découvrir sur Bordeaux. Ces touristes sont à fort pouvoir d'achat. Rappelons qu'à titre d'exemple, le prix des 9 jours de croisière entre Lisbonne, Bordeaux et Southampton se situe à près de 11 000 €. Des touristes au fort pouvoir d'achat, Sandrine Derville, c'est ce type de voyageurs qu'il faut aller chercher maintenant pour augmenter le flux de touristes en Nouvelle-Aquitaine? Ça fait partie effectivement des clientèles qu'on souhaite aller chercher. Ce n'est pas exclusivement ce type de voyageurs qu'il faut aller chercher, mais bien sûr, les clientèles étrangères en particulier et sur des filières où on a des clientèles à fort pouvoir d'achat. Donc là, vous avez évoqué le tourisme de croisière. Je penserai plus globalement aussi au tourisme fluvial, parfois sur des plus petits paquebots, sur des plus petits bateaux, mais qui vont le long de nos fleuves. Et on est particulièrement bien doté en Nouvelle-Aquitaine sur cette question-là. Donc c'est effectivement des touristes qui restent plus longtemps, qui, dans le cadre des croisières, ne paient pas d'hébergement. Donc ce qu'ils ne dépensent pas en hébergement, le dépensent d'une autre façon sur le territoire. Mais l'enjeu pour nous, c'est vraiment de combiner toutes les clientèles. À la fois ces clientèles à fort pouvoir d'achat, mais aussi les clientèles locales qui vont peut-être rester moins longtemps, mais venir plus souvent et découvrir différents sites de Nouvelle-Aquitaine. L'enjeu pour nous, c'est d'équilibrer les flux touristiques sur toute la région. Un chiffre justement pour bien comprendre ce que représente le tourisme en Nouvelle-Aquitaine, c'est environ 27 millions de touristes et cela représente beaucoup d'emplois, vous l'avez dit en début de cette émission, 104 000 exactement. Il y a encore une possibilité d'augmenter ces chiffres-là ? Oui, vous savez que la France s'est fixée pour objectif globalement d'augmenter les chiffres du tourisme en France. Donc bien évidemment, la Nouvelle-Aquitaine prendra sa part et toutes les tendances le montrent. Le nombre de touristes va aller croissant dans les années qui viennent. Donc on devrait prochainement atteindre les 30 millions de touristes en Nouvelle-Aquitaine. Mais
comme je vous le disais, c'est aussi pour nous un enjeu d'équilibre de ces touristes partout sur le territoire. Évidemment, ils n'iront pas tous à Bordeaux, à La Rochelle ou à Biarritz, mais bien de les faire découvrir nos territoires ruraux. On va parler des moyens, effectivement, pour inciter ce public à aller dans ces territoires. Alors, on entendait justement dans le reportage cette passagère anglaise parler des Gilets jaunes. Il est vrai que tous les samedis, des scènes d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont lieu à Bordeaux particulièrement. Vous avez craint à un moment donné que l'image de la ville soit ternie, qu'elle fasse fuir les touristes en clair? Effectivement, les violences et le problème des violences a fait peur à certaines clientèles étrangères. Les chiffres, on le voit, alors on ne voit pas d'impact global sur les chiffres du tourisme et c'est heureux. Mais effectivement, sur l'hypercentre de Bordeaux, on a une baisse de 10 à 20% pour les hôtels, jusqu'à 30%, voire plus pour certains commerçants. Effectivement, c'est une crainte, mais on a travaillé et on continue à travailler avec l'ensemble des professionnels, tant les professionnels, les commerçants, les hôteliers, que les professionnels des offices de tourisme, pour rapidement aussi montrer la diversité de nos paysages, montrer que le tourisme est là à Bordeaux, que ces phénomènes, comment effectivement... Comment on peut les rassurer, ces touristes, alors on peut les rassurer effectivement, en leur montrant vraiment la diversité de l'offre de ce qu'ils peuvent trouver à Bordeaux, que le calme revient, revient et qu'on y travaille, et puis leur redonner confiance par une communication aussi très positive, et également accompagner les commerçants et les professionnels qui ont subi des pertes. Les accompagner financièrement. À l'image des commerces, par exemple? Tout à fait. La région, la métropole et la Chambre de commerce ainsi que la Chambre des métiers se sont associés pour créer un fonds d'aide à ces professionnels qui ont eu une perte d'exploitation. Et donc, il y aura un comité qui étudiera les chiffres et les demandes. Mais il y aura, au total, il sera doté de plus de 2 millions d'euros. 2 millions de la part de la région, 500 000 de la métropole et 100 000 euros de la part de la CCI pour venir en aide à ces professionnels. Alors, parmi les particularités touristiques de la région, il y a le no-tourisme. 937 établissements dans la région, le label vignoble est découverte. Et pour que cela fonctionne, il faut un vin de qualité qui rayonne à travers le monde. Justement, dégustateurs, journalistes et critiques venus du monde entier avaient rendez-vous à Canéjan, en Gironde, pour la semaine des primeurs. Au château de Rouillac, 500 professionnels pour la dégustation de la cinquantaine de propriétés de Pessac-Léognan. Le bouche à oreille a bien fonctionné. De nombreux étrangers, dont ces londoniens, sont venus déguster le fameux 2018. Oui, j'aime vraiment. Tout est bon. Bien assemblé, bien équilibré, de bons arômes, pas trop tannique. C'est un bon travail. Et pourtant, ce 2018 est un millésime sauvé des eaux. Il a plu tout l'hiver, tout le printemps, engendrant des attaques de mildiou, mais l'été et l'automne l'ont bonifié. On a eu un millésime 2018 assez compliqué, très sportif, très technique. Et au final, le résultat est dans la bouteille. On a eu quand même un printemps tropical, ce qui est assez rare, et un été remarquable qui nous a amené à un millésime qu'on peut considérer de grand millésime. Parmi les acheteurs potentiels, des Européens, des Anglo-Saxons et des Chinois venus en nombre, comme Miang Yi-hong, importateur tombé sous le charme d'une étiquette très 18e siècle. Je suis très regardant sur le packaging, mais aussi sur la qualité du vin, mais c'est d'abord l'étiquette qui me plaît. Sur les rouges, les premières critiques sont plutôt positives, allant de remarquable à grandiose. On avait un 2016 qui était très opulent, extrêmement chatoyant, avec un équilibre magnifique. Là, on est peut-être sur un équilibre qui est marqué par une structure plus évidente, donc des vins qui demanderont un peu de garde, mais de la densité, donc définitivement un grand millésime. L'intérêt est tel que 7000 professionnels se sont inscrits pour ces 4 jours de dégustation. Voilà, les vins de Bordeaux, c'est l'une des grandes marques qui attirent dans la région. Quelles sont les autres grandes marques ? Alors déjà, Bordeaux, c'est plusieurs marques, Médoc, Pessac-Léognan, etc. Mais en plus, on a effectivement des marques extrêmement connues, en particulier à l'étranger, comme le cognac, l'Armagnac.
Je ne parlais pas forcément des vins, mais des lieux qui symbolisent effectivement la Nouvelle-Aquitaine et qui parlent à travers le monde entier. Effectivement, donc le Bordeaux. Ensuite, on a nos grandes portes d'entrée, Bordeaux, La Rochelle, notre littoral. L'intérieur, la cité de la tapisserie à Aubusson, par exemple, qui a été récemment inaugurée. Donc c'est toute cette diversité aussi qui parle aux clientèles étrangères. Et de ce territoire très vaste, effectivement. Oui, et c'est à ça qu'on doit travailler. On va parler à présent effectivement du tourisme à l'intérieur des terres pour des vacancieux soucieux de nature et d'espace. Au Pays Basque, un projet de parc régional est toujours sur la table des négociations. On regarde. Ils sont venus étudier la pertinence du dossier PNR, Parc naturel régional Montagne Basque. Une délégation composée d'associations et d'élus arpente depuis ce matin les chemins du Pays Basque, comme ici à Sarre. 111 communes sur les 158 de la communauté d'agglomération sont répertoriées dans ce projet. Un projet toujours à l'étude qui laissera chaque commune décider de son adhésion. Un PNR ne restreint rien ou n'autorise rien de plus. C'est uniquement de l'ingénierie et des techniciens qu'on met sur le territoire pour venir un petit peu aider ou pour développer des projets sur le territoire. Il y aura d'abord l'écriture d'une charte, voire la gouvernance. Et après, les communes voteront s'ils souhaitent adhérer au parc ou pas, au libre choix de chaque municipalité. Donc ça reste quand même quelque chose de très ouvert. Valoriser la biodiversité, le pastoralisme, l'agriculture, la montagne basque dans son ensemble, pour ensuite développer de nouveaux projets. Dans le PNR Montagne Basque émergeront des projets à vocation économique, à vocation touristique, à vocation politique linguistique, à vocation culturelle également. La région et la communauté d'agglomération soutiennent ce dossier. À terme, elle prévoit un budget entre 2 et 3 millions d'euros par an. Un projet long à mettre en place qui pourrait voir le jour en 2024. Voilà un parc porté financièrement par la région. C'est l'un des moyens de développer ces territoires un peu excentrés des grandes routes touristiques, un parc régional. Oui. Et le tourisme de nature, le slow tourisme, pardon pour l'anglicisme, est effectivement un des moyens pour développer le tourisme rural. Ça colle aussi parfaitement aux attentes des clientèles qui veulent prendre davantage le temps, découvrir les paysages, notre patrimoine, et ça colle aussi parfaitement avec les objectifs qu'on s'est fixés en Nouvelle-Aquitaine, de faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région touristique durable et de développer le tourisme durable. Pas forcément avoir plus de touristes, mais avoir du tourisme de meilleure qualité, moins impactant sur l'environnement, respectueux des cultures et des paysages locaux. Et puis, il ne suffit pas d'accueillir les touristes, il faut bien les accueillir. En Dordogne, les grottes de Maxange viennent d'obtenir le label qualité touristique délivré par l'État. Une première pour ce département. Direction Buisson-de-Cadouin. Donc là, vous allez rentrer par là, après vous allez tourner un peu à droite, vous allez vous écarter de... Quand on reçoit du public, il semble naturel d'être irréprochable en termes d'accueil, à l'extérieur comme à la caisse. Au Buisson, la grotte de Maxange a demandé à être auditée. 246 critères, pas moins, ont été pris en compte pour progresser. Résultat, ce logo qualité tourisme décerné par l'État pour les efforts accomplis. C'est le développement durable aussi, surtout, le tri des déchets, l'entretien des mauvaises herbes sans produits phytosanitaires, faire des choses naturelles comme ça par exemple. Inciter les gens à éteindre les lumières, à couper les robinets d'eau. Premier lieu de visite à recevoir cette marque en Dordogne, Maxange est réputé pour ses concrétions nommées excentriques et autres constellations. À la sortie, l'impression globale sur la prestation, les informations et le site est plutôt bonne. C'est un endroit très beau, plein de nature et naturel. Ils viennent d'obtenir une récompense qualité. Tout à fait. C'est mérité. Être polyglotte et acteur solidaire du tourisme en Périgord, savoir parler des autres, aidera à conserver son logo pendant 5 ans. C'est un petit peu notre étoile. On en a eu plusieurs depuis 2003, depuis l'ouverture. On en a eu plusieurs. C'est une reconnaissance de plus. Et puis la fierté d'être le premier site du département à l'obtenir.
Prochaine cible du comité départemental du tourisme, les bases de canoë qui peuvent obtenir ce label. Vous regardez 20h le rattrapage, nous parlons tourisme en Nouvelle-Aquitaine avec notre invitée Sandrine Derville, vice-présidente à la région. Alors on vient de parler de l'accueil, l'image aussi de la région Nouvelle-Aquitaine est importante. Quelques semaines seulement avant le lancement de la saison touristique, le Grand D America avec à son bord des tonnes d'hydrocarbures faisait naufrage dans le golfe de Gascogne. Le ministre de la Transition écologique a déclaré cette semaine que la nappe était fortement réduite grâce, vous le voyez, à des opérations en pleine mer, mais que l'on ne pouvait pas dire que le risque de pollution à terre est totalement disparu. Il y aura sans doute quelques boulettes de fioul, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Sandrine Derville, c'est désastreux pour l'environnement, c'est désastreux aussi pour l'image des côtes atlantiques. Oui, alors avant tout, vous l'avez dit, c'est désastreux pour l'environnement. Et l'urgence, elle est environnementale. Pour l'image, bien sûr, ça a un impact. Il ne faut pas non plus dramatiser les choses plus que la réalité. On est loin, et heureusement, des catastrophes qu'on a connues par le passé. Mais bien sûr, c'est mauvais pour l'image et c'est normal parce que la réalité, elle est mauvaise. Et des touristes peuvent être freinés de venir cet été, éventuellement, par crainte de retrouver effectivement ces déchets-là sur les plages ? Je ne pense pas, j'espère pas. On va effectivement y travailler. La première urgence, elle est évidemment environnementale. Il faut traiter le problème, le suivre. Donc on travaille étroitement avec l'Observatoire de la côte aquitaine et le GIP Littoral pour suivre le problème, le traiter et ensuite, bien sûr, nettoyer notre littoral, nos plages un maximum pour justement que, bien sûr, les touristes viennent et n'aient pas peur d'y venir. En tout cas, les nettoyages de plages se font tout au long de l'année. La mer rejette beaucoup de détritus et une soixantaine de jeunes Allemands et Polonais ont nettoyé celle de la Couarde sur l'île de Ré. On regarde. C'est du plastique qui est très résistant, qui dure très longtemps, qui met beaucoup de temps à se décomposer. Des explications en anglais pour reconnaître les déchets attendus sur la plage. Car pas facile, quand on découvre l'Atlantique, de ne pas se tromper. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Un truc en plastique, on dirait. Poubelle. Perdu, c'est un œuf de raie. Il faut dire que la plage est nettoyée régulièrement ces temps-ci, mais il reste toujours quelques morceaux de plastique. Il y a des ordures partout. Enfin, nous, là, ça nous permet vraiment de nous rendre compte sur place, en fait. Pas juste à la télé ou juste en parler en cours, de le voir vraiment. La défense de l'environnement, c'est le thème qui sert de support à cet échange Erasmus entre 3 lycées des Deux-Sèvres, d'Allemagne et de Pologne. Après avoir travaillé sur des projets communs à distance, les élèves viennent de vivre une semaine ensemble. Nous sommes tous différents, mais cette idée de changer le monde, ou plutôt d'agir pour l'environnement, c'est ce qui nous réunit tous. Une formation à l'éco-citoyenneté européenne qui fait mouche chez cette génération très investie sur la question écologique. C'est maintenant. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de pollution, de gaspillage, que nous devons aider notre planète. Alors on commence avec l'Europe, mais après tout le monde doit aider. De la mer à la montagne, après cette première prise de contact, les 60 élèves se retrouveront en octobre prochain dans les Alpes et à Munich pour parler biodiversité. Voilà quelqu'un qui peut observer au plus près la pollution des mers. Jean-Jacques Savin, aventurier, il est parti le 26 décembre des Canaries à bord d'un tonneau de navigation fabriqué à Arès en Gironde. Objectif, se laisser porter par les courants pour traverser l'Atlantique. Il arrivera dans 3 semaines et nous avons pu le contacter à l'occasion de ses 100 jours en mer. C'est une traversée que j'avais dans ma tête depuis des années. Et qui s'est très bien déroulé, c'était super, c'est ce que je recherchais, c'est ce que j'attendais et c'est ce que j'ai trouvé. Et là pour l'instant le jour se lève, dans 10 minutes j'irai photographier le soleil qui se lève. Et hier par contre j'avais devant le hublot, à 1 mètre devant moi, j'avais un vent de fond hyper. C'était un moment magique, voilà. Je rencontre des moments que dans les navigations précédentes, je ne peux pas voir les mêmes choses. C'est comme quelqu'un qui fait une promenade à pied et quelqu'un qui fait une promenade en vélo ou en moto. Il ne verra pas du tout
il n'aura pas du tout le même regard. Voilà. Alors, parmi les particularités du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, il y a aussi le thermalisme. 145 000 personnes viennent spécifiquement dans la région pour raison de santé. Mais cet été, aucun de ces curistes ne viendra aux Aubonnes, dans la vallée d'Ossau. Le bâtiment pose toujours problème. On regarde. Pas de curistes aux Aubonnes cet été. La faute à cette bulle et sa structure en bois qui ne donne pas toutes les garanties nécessaires à l'accueil du public. Aujourd'hui, nous avons quand même des experts qui nous disent que voilà, il ne peut pas se prononcer sur une ouverture. Par des raisons de sécurité, j'ai choisi de ne pas faire entrer que ce soit du personnel, voire même des curistes à l'intérieur du bâtiment. Ce nouveau rebondissement dans le feuilleton de la bulle, démarré en 2014, tombe au plus mauvais moment, celui où commerçants, restaurateurs et hébergeurs se préparent à accueillir les curistes. Nous sommes surpris, bien entendu, et d'autant plus que nous travaillons avec ces gens-là, ces personnes-là, en restauration et en hôtellerie également. Nous, cet été, je vais recruter 2 personnes, c'est certain. Je me pose la question si maintenant je vais maintenir les 2 postes ou si je vais ne prendre qu'un poste, voilà. Le centre thermal, lui, ne va pas recruter ses 30 saisonniers habituels. La vie économique de la vallée d'Ossau va vivre un nouvel été au ralenti, après avoir déjà été impactée l'an dernier par la fermeture de la route de Gourette. La municipalité attend le résultat complet des expertises pour prendre une décision. La solution la pire, ça serait le démontage de la bulle. Si c'est que des réparations et qui sont sujettes à tenir dans la durabilité, pourquoi pas le faire. Mais la priorité, c'est d'avoir une ouverture totale de tout l'établissement. On cure plus la partie ludique pour le printemps de 2020. Le sort de la bulle devrait être fixé avant l'été. Sandrine Derville, c'est un véritable coup dur pour cette vallée, mais aussi pour tous les acteurs du tourisme thermal de la région. Oui, c'est un vrai coup dur. Effectivement, c'est un dossier qu'on suit étroitement avec toutes les collectivités et en premier lieu avec la ville des Aubonnes. C'est un coup dur. On espérait que le centre thermal pourrait ouvrir dès cet été avant que la partie ludique, elle, n'ouvre plus tard. C'est effectivement très compliqué pour l'économie de la vallée. Il faut qu'on voit rapidement avec les acteurs locaux ce qu'on peut faire pour limiter la casse, au moins cet été. Nous partons à présent vers l'hôpital de Guéret qui a reçu cette semaine un patient vieux de plus de 2000 ans. Un long scanner a été réalisé sur la momie égyptienne conservée au musée de la ville. Son nom, on l'ignore. En revanche, on sait que ce petit garçon vivait à Antinoé vers -100 avant Jésus-Christ et qu'il est mort à environ 3 ans et demi. Si la qualité de son sarcophage prouve qu'il était fils de famille aisée, la momie de Guéret garde encore bien des secrets. On espère avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui est à l'intérieur de la momie, puisque aujourd'hui on ne démantèle plus les momies. On a la chance là d'avoir quelque chose d'intact, et du coup on aimerait avoir des détails sur l'épaisseur des bandelettes, sur également la cause de la mort. C'est avec des précautions quasi maternelles que le petit corps est transporté au CHU de Guéret. Au scanner, c'est la foule des grands jours qui attend ce patient hors norme, mais un peu trop tôt d'ailleurs pour l'informatique. 100 avant Jésus-Christ. Ouais, mais on va faire planter le système. Je vais mettre la date d'aujourd'hui, si vous voulez bien. Première découverte, l'enfant porte 4 bracelets. Les dernières analyses réalisées il y a 30 ans n'en avaient décelé que 3, et ce n'est qu'un début. Voilà, ici, là, on voit, tac, voilà, cette structure-là. Ça, il faut qu'on regarde plus en détail ce que c'est. Pour Benjamin Moreno, qui a déjà supervisé une 50aine de scanners de momies, pas de doute, celle de Guéret est dans un état exceptionnel de conservation. On voit que l'ensemble de la cavité thoracique et l'abdomen a été évidé, que les embaumeurs ont bien pris soin de retirer les organes, de les préparer pour ensuite les remettre sous forme de paquet canop dans l'abdomen. Ça redonne vraiment vie à cette petite momie. On a découvert que les muscles étaient très bien conservés notamment, que le dessin des bandelages était de très belle qualité. Et donc on réussira peut-être même à faire une reconstruction faciale. Bon là je m'avance beaucoup. Reste à analyser cette série d'imagerie avant l'élaboration d'une animation 3D. Un film qui permettra aux futurs visiteurs du musée de voir enfin l'enfant qui se cache sous les bandelettes. Et suite à la diffusion de ce sujet, vous êtes nombreux à avoir réagi sur notre site internet. La momie a-t-elle pris la place d'un patient? Quel coût pour la sécurité sociale? La rédaction vous propose de revenir sur ces interrogations en y répondant point par point. Un article à retrouver sur France 3 Nouvelles Aquitaine.
Qui a détruit les nids de corbeaux à Bellac, en Haute-Vienne? L'histoire a particulièrement retenu votre attention sur les réseaux sociaux. C'est donc l'Instant Web. Comment ils sont tous partis? Mais ils ne sont pas arrivés, on y est passé. La façon qu'il les tue, il les massacre. On a des preuves, on a les preuves comme quoi les oiseaux sont massacrés. C'est écœurant. C'était pas ça qui était prévu. Nous avons eu une réunion à la mairie avec un responsable de la mairie. Il était entendu qu'il détruisait les nids, quelques nids, mais il n'a jamais été question de détruire tous les nids avec les oisillons dedans. Honnêtement, je ne sais même pas si on l'a fait, dans la mesure où ce sont les services techniques qui gèrent le problème. A priori, je dirais que je doute qu'on l'ait fait. Si on ne l'a pas fait, on ne serait pas dans la légalité. Mais bon, on assumera les conséquences si on n'est pas dans la légalité. On va se quitter en musique avec cette école de DJ en Poitou-Charentes. Elle emménagera prochainement au Futuroscope. Voyez ce reportage. Un amphithéâtre transformé en dance floor. ZM au platine pour inaugurer l'arrivée de l'école des DJ à Poitiers. 3 anciens étudiants pour montrer le savoir-faire acquis lors de leur passage à l'UCPA. On est super heureux de revenir en tant qu'ancien élève et d'être toujours appelé, d'être encore dans ce qui se passe à l'école. C'est super, c'est un honneur d'être là et de pouvoir représenter l'école telle qu'on la voit et telle qu'on l'a vécue surtout. Une formation gratuite en alternance où toutes les compétences sont enseignées. Car la composition d'un show est un travail collectif. Tout a un lien, que ce soit la vidéo ou la lumière, ça accompagne le DJ forcément. Donc on s'imprègne tous les uns des autres pour qu'il y ait une harmonie. Implantée à Tercé depuis 2014, l'école a choisi de se rapprocher de Poitiers pour continuer à se développer. On peut, à partir de la technopole du Futuroscope, accueillir des jeunes qui viennent de Paris, on est à 1h15, de tout l'ouest de la France, rapidement. Et c'est l'une des raisons pour laquelle ce positionnement est pour nous stratégique. Pour l'arrivée des étudiants, certains locaux ont été remis à neuf. Coût des travaux, 200 000 €. Alors là, du coup, on est dans l'espace des cabines de mix où on a les élèves qui vont passer leur examen dans 5 semaines maintenant. Donc il y a un petit peu de pression. On est vraiment dans une phase de répétition de leur set. Et tiens, par exemple, on va ouvrir celle-là pour voir ce qui s'y passe. Attention à ce niveau. En fait, on a différents styles à proposer. Donc, on a des sets imposés, des sets libres. Les sets imposés, donc on a disco funk, pop rock, hip hop et électro. Et ensuite, on a un set libre où on doit s'exprimer et montrer ce qu'on sait faire sur les platines. Depuis que je suis là, je vois que j'ai beaucoup progressé, j'ai beaucoup évolué, j'ai appris pas mal de techniques. Et voilà, j'ai juste envie de passer mon examen, d'avoir mon diplôme et puis de me lancer, quoi. À chaque session de 18 mois, l'école Poitvine formera 50 élèves. Tous espèrent un jour enflammer les plus grands dance floors de la planète. Sandrine Derville, vous connaissiez l'existence de cette école, le DJ-jockey? J'avoue que pas du tout. Bon, c'est la fin de 20h, le rattrapage. Sandrine Derville, c'est la tradition. Une image peut-être que vous retiendrez de cette semaine d'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Alors cette semaine, moi je vais retenir une actualité récente. La signature du plan particulier pour la Creuse par le Premier ministre et l'ensemble des collectivités, et notamment les annonces d'investissements forts que la région va réaliser sur le lycée des métiers du bâtiment de Felletin à hauteur de plus de 40 millions d'euros. On est loin du tourisme là. On est très loin du tourisme, mais on est par contre au cœur de l'activité économique et il y aura dans le plan particulier pour la Creuse des projets touristiques. Alors on va regarder justement, on a commencé l'émission comme ça, je vous propose de la terminer, les belles images de la Nouvelle-Aquitaine. On est dans un territoire effectivement qui propose plusieurs paysages, des vacances différentes pour chaque département. Quel est votre coin préféré de la Nouvelle-Aquitaine, Sandrine Derville ?
J'aime tous les coins de Nouvelle-Aquitaine, donc une vraie réponse, s'il vous plaît. non, je peux pas répondre à cette question-là en charge du tourisme. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Vous n'avez pas le droit, c'est dans votre J'ai pas le droit, contrat, c'est interdit. Je pensais que vous alliez dire Anglette puisque vous êtes de la région. Petit coup de cœur quand même pour le pays. Oui, évidemment, c'est l'endroit où j'adore vivre et où je souhaite rester, mais en pour tout faire cas, du tourisme. la Nouvelle-Aquitaine en règle générale. Merci Tout à en tout fait. cas d'avoir passé Merci cette à vous. demi-heure avec nous. Je rappelle que donc vous êtes la vice-présidente de la région en charge du tourisme. On se retrouve quant à nous samedi prochain pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage. Très belle semaine à vous. Des offres, des demandes, des initiatives et de belles réussites, le magazine Bonne Humeur de l'Emploi en Nouvelle-Aquitaine, c'est au boulot et c'est tout de suite. Si le mouvement des Gilets jaunes a pu mettre en exergue une certaine forme de précarité, que dire alors du quotidien d'étudiants, de retraités ou encore d'employés à temps partiel? Cette semaine, Enquête de région se rend à la Banque alimentaire de Bordeaux pour mettre en lumière des situations personnelles semblant bien constituer une minorité silencieuse sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine. Enquête de région, mardi à partir de 21h10 sur Noah. C'est au boulot, le mag emploi de Noah, et comme chaque semaine, nous sommes là pour vous donner un coup de pouce dans vos recherches. Sachez que la plateforme Ernesti, qui propose aux seniors un accompagnement à domicile la nuit, recherche des étudiants en médecine ou en paramédecine. Séverine Zakoyan, cofondatrice d'Ernesti, est notre invitée. Êtes-vous tenté par un job en Floride, au parc Disney World? Eh bien, si tel est le cas, sachez que l'agence Paul Bocuse recherche de nombreux candidats. Les conditions: avoir 18 ans et bien sûr parler couramment l'anglais. Enfin, bien joué pour Steven Dio qui, après son doctorat en mathématiques et une expérience de chercheur aux États-Unis, a créé son site internet Les Maths en Tongs. Et c'est en octobre 2016 que Steven Dio se lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat en créant une plateforme en ligne pour apprendre les maths de la 3e à la terminale. Ce site au nom plein d'humour s'appelle Les Maths en Tongs. Bonjour Steven Dio. En 2016, vous avez donc créé une méthode qui permet d'améliorer assez rapidement son niveau en maths. Rappelez-nous tout d'abord quel est votre parcours. Ok, alors moi je m'appelle donc Steven Dio, j'ai 33 ans, j'ai fait de longues études puisque j'ai un doctorat de mathématiques appliquées. Je suis parti faire de la recherche aux États-Unis pendant 2 ans, je suis revenu en France pendant 1 an et demi au commissariat à l'énergie atomique. Et il me manquait quelque chose dans la recherche qui était le lien direct avec les gens, l'impact direct sur la société, j'ai envie de dire ça comme ça. Et donc j'ai créé le site Les Maths en Tongs en 2016. Pour essayer de donner aux étudiants, pour montrer aux élèves que les maths, c'est pas forcément une matière compliquée, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement rigoureux, c'est quelque chose qui va nous être très utile au jour le jour, et parce que les maths sont partout, parce que la logique mathématique et le raisonnement logique est hyper important dans une société comme la nôtre. Et donc c'est ça vraiment que j'ai voulu créer à travers ce site pour toucher directement les élèves. Alors quel est donc le concept des Maths en Tongs ? Proposer une vision différente des maths, une vision beaucoup plus détendue que ce qu'on voit habituellement en cours. Dans l'idée d'aider les élèves à passer au-delà de tous leurs blocages qu'ils ont avec les maths, qui sont des blocages que beaucoup d'élèves ont malheureusement. Justement, pourquoi autant de blocages face aux maths? C'est parce que c'est une matière que l'on associe à l'excellence peut-être? Je pense que c'est la grosse partie, vient de là. C'est la pression sociétale qui vient des maths et du fait de réussir un maths qui veut dire être excellent à l'école. Alors que bon, ça, c'est juste dépendant de tout le monde et ça n'a rien à voir avec ça, d'après moi en tout cas. Alors vous, Steven, comment vous vous y prenez pour redonner confiance aux collégiens et lycéens? Je fais plusieurs choses. Et là, en gros, j'essaie de leur apporter une vision un peu différente de ce qu'ils ont habituellement. Ils ont l'impression d'être devant un mur tout le temps quand ils arrivent face aux maths, et moi j'essaie de leur montrer que le mur, il a des fissures et qu'ils peuvent passer dans les fissures pour passer de l'autre côté. Donc je suis un peu moins rigoureux parfois, juste pour essayer de éviter de leur rappeler ce cadre qu'ils ont à l'école où il y a des définitions, des théorèmes, tout ça. Donc je ne parle jamais de définition de théorème, très très rarement en tout cas. Et je leur montre, je leur donne des petites astuces, je leur montre qu'il faut essayer, qu'ils peuvent se tromper, que c'est normal et qu'ils peuvent
en se trompant, à arriver à quelque chose et à avancer. Les vacances de Pâques sont souvent l'occasion de commencer les révisions du bac. Quelle est la méthode à suivre pour réussir cette épreuve de maths au bac? C'est d'abord une méthode, pour commencer. Je devrais dire ça. En effet, là, je vois plein d'étudiants arriver, enfin d'élèves arriver avec le bac en tête. Moi, je propose un programme vraiment spécialisé sur le bac où justement je corrige des exos de bac, tirés du bac, où je passe mon temps en fait à analyser la méthode pour y arriver, justement pour qu'ils arrivent en ayant une vraie méthode pour faire les choses et pas juste des connaissances. En fait, les connaissances c'est chouette, mais pour pouvoir les appliquer, il faut avoir une méthode, il faut savoir analyser l'énoncé, en déduire tout ce qu'il y a besoin d'utiliser et ensuite y aller doucement sur le brouillon pour arriver à la solution. Et la progression peut être rapide? Oui, clairement. Parce que il y a des années de blocage derrière, il y a des années de méthodologie qui ne sont pas très performantes. Donc en leur donnant quelques petites astuces, souvent ça permet de débloquer. Les premières, elles sont dans l'e-book et puis après, s'ils me suivent, ils en trouvent d'autres et rapidement, ils arrivent à débloquer et surtout, ils arrivent à débloquer leur blocage à eux. C'est-à-dire qu'ils commencent à avoir confiance et hop, dès qu'on commence à retrouver la confiance, on est beaucoup plus enthousiaste et on y arrive beaucoup mieux. Enfin, que pensez-vous de cette phrase de Winston Churchill? La réussite est l'aboutissement d'une succession d'échecs. Ah oui, complètement.